Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman, le retour, vous nous avez manqué, mais bon. J'étais un petit peu en vacances, j'étais recharger mes batteries. Ah, quelle transition. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour C'est Valérie. la semaine de la planète sur Sud Radio et on va parler batterie effectivement avec vous. C'est quoi le problème? Pendant longtemps quand on parlait voiture électrique, on pensait batterie, recharge, galère pour recharger sa voiture et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est souvent la réticence pour ceux qui hésitent à se lancer dans la voiture 100% électrique. Oui, mais si je pars en vacances, un jour de chassé-croisé, est-ce que je vais réussir à recharger ma voiture? On va voir ça avec notre invité qui est spécialiste du sujet. Monsieur Alain Roland, bonjour. Vous êtes président des métiers de la recharge chez Mobiliance et vous êtes fondateur de Station comme on dit, IE, Station E. Alors je vous disais avant antenne, oui, il y a des métiers de la recharge aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est obligé de se pencher sur cette question. C'est des métiers qui n'existaient pas il y a quelques années. Oui, alors chez Mobiliance, c'est une des commissions qui est l'infrastructure pour les recharges pour les véhicules électriques. Et donc on appelle ça les métiers de la recharge. Donc c'est important. Parce que dans cette commission, on va retrouver des grands réseaux de sociétés connues, comme Easyvia, Total, Engie, et puis des plus petits réseaux avec des sociétés plus privées comme Station E, Electra, PowerDot, qui sont déployés partout en France. Alors on va en reparler, et puis appelez-nous 0826 300 300. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à changer de type de voiture? Est-ce que vous allez passer à l'électrique? On a vu qu'il y a un vrai mouvement. Alors est-ce que c'est la hausse des prix de l'essence? Est-ce que vous vous préoccupez de la planète? On en parlera avec vous. 0826 300 300. Est-ce que vous avez changé pour une voiture électrique? Est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous êtes content? Bref, on a envie de vous entendre sur le sujet. Et puis nous, on parlera à 11h avec les débatteurs de cet effondrement de la lecture chez les jeunes, quelles que soient les classes sociales. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On parlera également de cette proposition qui avait été faite par Gabriel Attal de pouvoir travailler pour les boulangers et les fleuristes le 1er mai. Ça a fait pchit. Finalement, ça ne se fera pas. Là aussi, on vous attend. 0826 300 300. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous estimez qu'on devrait pouvoir, en tout cas ces deux professions-là, travailler ce jour-là? Avec vous, Gilles? On parlera d'aviation. L'aviation civile a alerté sur le fait que les avions pourraient être cloués au sol dans moins de 3 semaines pour le fait que, en fait, 50% du kérosène passe par le détroit d'Ormuz. Et donc, est-ce que nos avions ne vont plus pouvoir circuler? Déjà, Air France a réduit son nombre d'avions et son nombre de vols et les tarifs sont en train d'exploser. Alors, est-ce que ça met en cause nos vacances d'été et nos vacances du mois de mai? Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Est-ce que vous avez peur que vos avions soient annulés à cause des problèmes de kérosène? On en parlera tout à l'heure. Il y aura peut-être des avions électriques. Non, s'il y a déjà ou pas? Non, pas encore. Plutôt des avions à hydrogène, peut-être. À hydrogène. Électrique, il en existe, mais ce ne sont pas des gros porteurs pour traverser l'Atlantique encore. Voilà. Bon, alors avec vous, Félix Mathieu. Donc, je rappelle la semaine de la planète sur Sud Radio, beaucoup de sujets dans toutes les émissions, et puis cette journée du 15 avril avec des tables rondes, et vous pourrez suivre sur le site de Sud Radio tous ces débats toute la journée organisés. C'est demain, Oui, c'est demain, effectivement, vous avez raison. Investissement vert, numérique, important. services et technologies, agriculture et alimentation, des tables rondes passionnantes à suivre donc sur Sud Radio. Alors, c'est quoi le problème, Félix Mathieu? Est-ce qu'on peut miser très clairement sur la voiture électrique quand on veut faire de longues distances? Oui, c'est toujours la grande question. Sur le papier, beaucoup de modèles annoncent du 200, du 400, du 500 km d'autonomie. Bon, sauf qu'à 130 sur l'autoroute avec la clim, beaucoup de bagages en été. Bon, la batterie peut parfois descendre un peu plus vite que ça. Il faut donc prévoir une pause recharge, voire plusieurs pauses recharge en fonction non seulement du trajet en question, mais aussi du modèle de votre voiture. Alors, le réseau de bornes s'est bien développé ces dernières années. Il continue à le faire, notamment avec les bornes rapides, les stations rapides sur les autoroutes notamment. Mais malgré ça, c'est vrai que cette appréhension, elle peut exister. On peut se poser la question. Il suffit de voir l'été, quand vous partez en vacances, les autoroutes bondées. On peut se dire, bon, dans ces conditions, est-ce que j'aurais vraiment accès à une borne sans attendre 2 heures? D'autant qu'une fois branché, même quand c'est rapide, c'est pas non plus immédiat comme un plein d'essence. Ça peut refroidir certains automobilistes qui craignent de se lancer dans le 100% électrique, malgré effectivement en ce moment les prix de l'essence et du gasoil qui peuvent quand même les y inciter. Je pense que beaucoup de gens
se pose la question en ce moment, Valérie. Alors, on va parler évidemment de ces limites et c'est ce qui explique certainement pourquoi l'Union européenne a temporisé sur son objectif de 100% électrique. C'était d'ici 2035, c'est ça ? Objectif fixé à 2035 pour le 100% électrique à l'origine, mais ça a été remis en cause récemment. Il y a eu notamment un sursis pour les voitures hybrides. Alors bon, de son côté, le gouvernement français quand même assume de miser beaucoup sur l'électrique avec la relance notamment des petits réacteurs nucléaires. Mais bon, cette hésitation quand même, on la retrouve même quand on regarde du côté des constructeurs. Vous savez, le groupe Stellantis, c'est-à-dire Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, etc. Le groupe Stellantis avait annoncé le 100% électrique d'ici 2030, puis il avait fait marche arrière. Ça avait même été mis en avant comme une possible cause d'éviction du précédent PDG, donc comme quoi la question quand même était un peu controversée en interne. Mais depuis ça, au contraire, Renault a annoncé vouloir embrayer sur le 100% électrifié. Il y a une petite nuance. Le 100% électrifié, ça veut dire qu'on inclut l'électrique et aussi quand même l'hybride. Mais en tout cas, Renault donc fait cette annonce 100% électrifié d'ici 2030, comme si quelque part, à ce moment, les constructeurs se cherchaient un peu, naviguaient un peu entre prudence et envie de se jeter à l'eau, si j'ose dire. Oui. On en est où aujourd'hui ? Alors Alain Roland, je rappelle, vous êtes président des métiers de la recherche chez Mobiliance. Où on en est aujourd'hui donc de cette question des batteries et des trajets effectués. Des recharges. La recherche, non. Ah bon, on dit plus batterie, on dit recharge. Alors là, donc, en fait, oui, mais c'est la durée de la batterie. Dans une voiture, oui, c'est plutôt. En fait, pour qu'il y ait des voitures électriques, il faut qu'il y ait un réseau. Il y a quelques temps, on disait, c'est un peu la poule et l'œuf. Il faut des réseaux pour qu'il y ait des voitures et ensuite les gens vont les acheter. Il y a un deuxième effet qui est, avant de parler sur la recharge, c'est le prix de la voiture, mais il est en train de baisser drastiquement. Et puis les distances maintenant parcourues pour les voitures. Il y a une annonce ce matin d'une marque allemande qui annonce encore 900 km. Mais elles sont quand même relativement chères. On a aujourd'hui en France, au 31 mars, 192 000 points de charge. C'est quand même qu'on couvre tout le territoire. Ouais. Et il y a, en point rapide, vous disiez tout à l'heure, les points rapides, il y a environ 40 à 50 000 points de charge très rapides. Très rapide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en gros, on va se charger en une vingtaine de minutes. C'est pas encore les 2-3 minutes annoncées, mais en une vingtaine de minutes, quand on est sur l'autoroute, on va prendre un sandwich, on prend un café, on est avec les enfants, quand on part en vacances particulièrement, ou on va au restaurant, et puis on va faire la queue au restaurant, et puis on mange, et puis la voiture est chargée. Donc il y a beaucoup de recharge. On continue à déployer, on atteindra les 200 000 points de charge normalement cet été. Et donc, ça permet normalement aux automobilistes de se charger régulièrement. Surtout, alors moi j'ai fait un Paris-Barcelone avec une Peugeot électrique et c'était assez incroyable. Et en plus, ce qui est formidable, c'est que vous avez le temps de charge sur votre portable. Donc, vous savez quand elle est chargée à 100%, quand vous êtes au restaurant, vous savez à quel moment vous pouvez partir et autres. Et puis surtout, c'est combien de fois on s'arrête. C'est-à-dire que oui, c'est ça, combien de fois. Il y a par exemple 3 fois, nous. Mon épouse, elle a une voiture électrique aussi, mais une petite, donc c'est une citadine, on appelle ça. Donc c'est des voitures qui ont une autonomie de 300 km, 250-300 km. Et puis il y a les voitures un peu plus intermédiaires, qu'on retrouve aussi dans les marques françaises, qui annoncent 400-450 km. Moi, je vais souvent au Havre, depuis Paris. Oui. Je vais directement là-bas. Bon, je sais que j'arrive à faire sur l'autoroute, moi, environ 350 à 400 km avec des voitures annoncées à 400-450. Donc quand on part à Barcelone, on va s'arrêter peut-être... Nous, on a fait 4 arrêts. Voilà, c'est ça, 3-4, j'allais dire, oui. Mais parlons du prix des voitures électriques, parce que effectivement, quand j'entends les gens se ruent en ce moment sur les voitures électriques, en raison du prix de l'essence, ça coûte quand même cher, une voiture électrique. Alors c'est vrai qu'elle coûte un petit peu plus cher et ça s'estompe. Et il y a des marques étrangères qui arrivent qui vont faire que le prix va baisser. C'est un peu comme les téléphones, au début ils coûtaient très cher et puis quand les marques un peu étrangères sont arrivées, ça a un peu baissé le prix pour les utilisateurs. D'ailleurs, c'est quand même bien. Aujourd'hui, la voiture, elle coûte un peu plus cher, mais je vais prendre l'exemple de l'essence, puisque aujourd'hui, c'est à combien de 2 euros. Moi, je sais plus, parce que j'ai pas de voiture à essence depuis longtemps. C'est combien le prix de l'essence? 2,20 € en ce moment, 2,30 €, ouais. En fait, chez soi, alors quand on se charge chez soi, on va dire, enfin, 1 litre d'essence, pour donner 1 litre d'essence, c'est 2 kWh. Et le kilowattheure, c'est une quantité qui est dans la batterie. Donc quand vous mettez une batterie de 60 kWh, qui est une voiture normale, électrique, vous allez faire à peu près 30 litres. Donc vous allez faire à peu près 400 km. C'est un petit réservoir, si je peux dire. Pour combien? Alors 2 kWh, 1 km, donc ça va faire qu'une voiture électrique va coûter à peu près 5 € les 100 km.
Là où en essence, aujourd'hui, vous avez pratiquement, au moins 15 €, j'imagine, à 2 €, je sais pas combien. 2,20 €. Et puis, si vous chargez chez vous, ça c'est sur l'espace public, si vous chargez chez vous, ça va coûter 2,50 € les 100 km. Donc, quelque part, par rapport au prix de la voiture sur 5 ans, vous récupérez quand même des milliers d'euros pour les gens qui roulent régulièrement. On a Guillaume en ligne avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors, vous roulez en voiture électrique ? Ah, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Allez-y. Oui, je roule en voiture électrique depuis 2015 maintenant. Ah oui. Et je ne reviendrai pas en arrière. Ah, vous étiez un précurseur, donc vous étiez 2015, oui. C'était les premières, non ? On va monter un club, moi aussi. Nissan Leaf, 20 kWh. On allait au bout du département et on revenait. Ouais. Et donc vous dites que pour rien au monde, vous ne reviendriez en arrière ? Non, je reviendrai en arrière parce que en plus, comme votre invité expliquait, au niveau de la recharge, moi effectivement je me recharge à la maison, donc c'est moins cher que sur les bornes ou sur l'autoroute. Et aussi parce que j'ai choisi un forfait EDF encore moins cher, Tempo, pour avoir le kilowatt le moins cher. Ah et oui. en plus, j'ai mis des panneaux solaires pour recharger ma voiture avec le surplus solaire quand je suis à la maison et que je bricole à la maison. Et comme ça, au moins ça, mis bout à bout sur tous les jours, chaque année, ça fait des économies. Mais vous l'avez fait pour les économies ou pour l'environnement ? Ah, les deux, même les trois, parce que c'était un côté technologique, boîte automatique, pas de vibration, la mécanique aussi, pas de pièces, pas beaucoup d'entretien, tous ces choses-là, un peu tout. Ouais. Écologique, puisque j'ai mis des panneaux chez moi, on fait le compost, on fait tout ça, quoi. Ah ouais, donc vous êtes effectivement très très engagé sur ça. Oui, Mais et là vous avez quoi comme voiture ? Là, j'ai une Tesla Model Y. Ouais. La standard avec une batterie de 70. Voilà. D'accord. Très utile pour faire nos déplacements sur autoroute quand on va voir la belle famille à Toulouse. Et est-ce que vous trouvez assez de charges sur les autoroutes, comme disait Félix, les gens ont peur qu'on ne trouve pas assez de charges? Non, on peut plus avoir peur. Maintenant, ça fait 10 ans que je fais Marseille-Toulouse et j'ai vu pousser, parce qu'à chaque fois ça m'intéressait et je vérifiais, les bornes pousser tout le long des aires de service, et maintenant quasiment toutes les aires de service où il y a je sais jamais la différence, où il y a les stations-service, il y a des bornes maintenant. Et même je me suis arrêté sur des aires de repos où il y avait des bornes. Donc ça c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a moins de monde, il y a des toilettes, on peut prendre un café, on s'arrête, on va faire un tour au chien et après on repart et il n'y a aucun souci. Moi avec ma voiture, l'efficience, la batterie, je m'arrête une fois à Montpellier au milieu et je peux tranquillement faire ma route. Il n'y a plus de problème à avoir. Il faut un chien. Il y a des sites qui Il faut un chien avec la voiture, c'est ça ? Ça marche aussi avec des enfants. Vous l'avez déjà fait un jour de grand départ en vacances en plein mois d'août? Vous avez jamais été confronté à une situation dans laquelle ces bornes étaient prises d'assaut? Non, mais j'avais vu des vidéos sur Internet où des gens faisaient ça, et en fait, il ne faut pas hésiter à sortir. Il ne faut pas hésiter à sortir des autoroutes. Il peut y avoir des bornes avec des logiciels, avec des sites Internet qui référencent toutes les bornes. On peut trouver sur des supermarchés, sur des parkings juste hors de l'autoroute, dans des petits villages, des petites villes. On peut trouver des bornes rapides, et ça nous permet de couper un peu le voyage, de prendre son temps et de pas faire la queue et privilégier aussi certains types de réseaux qui sont moins chargés. Dans les applications, on voit les niveaux de charge, niveau d'occupation, des bornes. Et après, on peut s'orienter pour justement passer moins de temps, quoi. Alors, un voyage comme ça se prépare. Alors, on va y revenir. Vous pourrez réagir, Alain Roland, à ce que vient de dire Guillaume. Puis n'hésitez pas à appeler, à témoigner 0826 300 300. Est-ce que vous êtes passé à la voiture électrique? Est-ce que vous envisagez de passer à la voiture électrique? Est-ce que vous avez des réticences? On en parle avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Valérie Expert. C'est quoi le problème ce matin? Eh bien, on s'interroge sur les voitures électriques et sur les. Mais je suis pas une grosse rouleuse, moi. Alors, est-ce que c'est bien pour les gens qui sont en ville? Alors, on est avec Alain Roland, président des métiers de la recharge chez Mobiliance. Vous êtes également fondateur de Station E. Est-ce que c'est bien pour les gens qui font des petits trajets, des 5-10 kilomètres ou en ville? Est-ce que c'est intéressant? Alors c'est, comme disait tout à l'heure la personne qu'on écoutait, il y a un choix
côté particules, c'est-à-dire qu'on est dans les villes et qu'on n'a pas vraiment besoin de véhicules, bon, on n'en prend pas. Quelqu'un qui est très très parisien, par exemple, qui n'a pas besoin de voiture, il circule et il loue sa voiture ou il l'emprunte. Maintenant, c'est vrai que rouler avec une voiture électrique, c'est qu'on émet pas de particules. Oui. Certains diront, il y a des pneus, etc. Oui, mais en gros, il y a quand même beaucoup moins de particules et c'est vrai que c'est un problème sanitaire. Maintenant, moi, mon épouse en a une, elle va dans le coin et puis c'est vraiment très pratique pour se déplacer. Et puis sur le temps, ça coûte moins cher. Voilà. Ouais. Alors on a Luc en ligne avec nous. Bonjour Luc. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc moi j'ai ma petite expérience, je fais de la restauration de voitures anciennes. D'accord. Donc c'est pas pour ça que je suis fermé aux voitures électriques et aux nouvelles technologies. Et mon métier me permet de voir en fin de compte différentes choses et de regarder les choses d'une façon pragmatique. D'accord. Donc pour moi, la voiture électrique déjà, c'est un véhicule qui a un problème de recharge. À la base, effectivement, il y aurait eu une possibilité, c'était de changer les batteries comme ça avait été prévu avec Renault et les Israéliens. Mais ça n'a pas été la voie. Donc le problème, c'est que pour avoir une voiture électrique, il faut avoir une maison pour pouvoir la brancher et avoir un coût à 2, 3 ou 4 euros. Dès que vous sortez et que vous prenez une borne sur la route ou sur l'autoroute, c'est équivalent ou plus cher que l'essence. Alors aujourd'hui, on a fait augmenter le prix de l'essence et on dit que la voiture électrique, c'est moins cher. Moi, je pense que déjà, il y a une escroquerie là-dedans et qu'il faudrait payer l'essence à un prix normal. Oui, ça c'est un autre débat. Ouais. Voilà. Secondo, quand vous prenez une voiture électrique, c'est bien pour faire du Paris-Toulouse, c'est bien pour faire du Paris-Marseille, mais dès que vous sortez et que vous allez dans des endroits qui sont un peu retirés, ça devient plus compliqué. Alors. Oui, après, il y a l'histoire de la batterie. Donc la batterie, tout le monde a un téléphone portable. Donc tout le monde sait qu'un téléphone, suivant comment il est utilisé, a la batterie qui dure plus ou moins longtemps. Et comme c'est 10% du prix de la voiture, vous imaginez qu'à la revente, c'est plus compliqué. Donc vous avez tout un tas en fin de compte, de contraintes qui ne sont pas aujourd'hui vraiment visibles, parce qu'on montre la facilité de la chose, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont en ville et qui ont les moyens, peuvent s'acheter une voiture électrique. Et ceux qui se déplacent de ville en ville, évidemment, ils prennent l'autoroute et là, on fait tout pour eux. Mais pour les autres, c'est... Je vous garantis que c'est pas du tout le cas. Alors, Alain Roland va vous répondre parce que je le vois trépigner. Et c'est vrai que moi, la question de la batterie, c'est une question à laquelle je pensais. Je comparais la voiture à un téléphone en me disant, une fois que la batterie est foutue, ma voiture, elle est foutue. Alors, aujourd'hui, il y a eu cette appréhension il y a quelques années. La réalité, écoutez bien, Luc, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. On mesure aujourd'hui les performances des batteries et on constate que finalement, les voitures perdent très très peu, même jusqu'à 100 000 km, 200 000 km, on va perdre quelques pourcents. Donc beaucoup moins que sur l'utilisation du téléphone, qui est très souvent chargé, lui, je rappelle, c'est pour ça qu'il s'abîme. Sur l'autoroute, on est à peu près entre 50 et 60 centimes le kilowattheure, c'est-à-dire le double en gros en Mais 1 litre d'essence, c'est 2 kWh. On est à peu près, disons, à 1,20 €, 1,30 € le litre. Ouais. Donc on est moins cher de toute façon que les 2 € de l'essence ou même des 1,80 €. Mais c'est vrai qu'il y a une appréhension et on comprend que ça puisse être dit. Et puis ensuite, alors je donne toujours cette expression, on est en voiture électrique aujourd'hui à moins de 5%. Il me reste 5% de batterie, je vais trouver un chargeur forcément quelque part. Il y a des puissants, donc ils vont très très vite, il y en a des moins. Mais ça veut dire que si vraiment un jour j'ai une difficulté, je suis à moins de 5% de batterie pour aller me charger et attendre un petit peu, me recharger 30-40 km pour ensuite retourner sur un chargeur rapide. Donc mais ce que disait Luc, à savoir quand on est perdu dans la campagne ou sur des petites routes, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, parce qu'il y a l'idée de la panne de la voiture qui s'arrête et qui n'est pas chargée. Donc j'imagine que quand on a une voiture électrique, on se comporte différemment. Je vais vous prendre un exemple. Quand on est entre l'autoroute A6 et quand on traverse vers Montargis et qu'on dit tiens, en voiture en essence, je vais arriver sur la réserve, est-ce que j'ai une station essence ? C'est pareil. Donc en fait, il y a aussi, et monsieur a raison, mais il y a le bon sens, c'est-à-dire se retrouver
disons, à moins de, ou à plus de 30 km, déjà plus de 30 km d'une station électrique, il y en a pas, déjà, ça n'existe pas, donc 30 km, c'est quelques pourcents de batterie, hein. On revient bien à ce problème, c'est vraiment de l'appréhension. Moi, j'invite tout le monde quand même à l'essayer, la voiture électrique, se rendre compte, vous l'avez fait pour aller jusqu'à Barcelone, en plus avec une voiture qui est citadine, hein, c'est à moins que ce soit une plus grosse Peugeot. C'est plus grosse. Peugeot, ça a commencé par un 3, donc c'est ça? Ouais, d'accord. Mais sinon, il n'y a vraiment aucun problème, on peut circuler partout. On revient, il y a quand même pratiquement 200 000 points de charge en France. Hein. En nombre de stations, il y a plus de stations, enfin pratiquement autant de stations qu'en téléphone mobile, toutes les antennes relais. Nous, notre peur était de ne pas en trouver à l'étranger. En fait, on s'était renseigné de voir si en Espagne, il y avait assez de stations pour circuler. Et des villes comme Barcelone ou Madrid sont très équipées. C'est même moins cher qu'en France. Si vous allez en Belgique, Hollande ou Allemagne, ils viennent d'ailleurs en été, si vous en vacances chez nous, donc c'est vrai que c'est là que ça crée un peu les fameux pics là, quand on voit sur les stations et qu'on dit, bon, je vais attendre un petit peu. Mais il y en a partout. Alors, il y a beaucoup de réticences et beaucoup de doutes sur les batteries. C'est-à-dire que reste cette idée autour de la batterie coûte cher, il va falloir la changer. Il y a Marie, par exemple, qui dit quand on met le chauffage et la clim, il faut le faire le plein combien de fois. Il y a des pompes à chaleur dans les voitures. On peut les essuie-glaces tant qu'on y est. Donc c'est vraiment, il y a vraiment la puissance de la voiture qui consomme la plupart du. Après, si on met un peu de chauffage, on va consommer peut-être 1 kWh de plus sur les 100 km, mais on n'est pas sur des problèmes de quid du recyclage. Il y a beaucoup de questions sur l'écologie et sur le recyclage. Comment on fait quand on va devoir recycler ses batteries? C'est pas écologique, me dit une auditrice. Alors, toujours quand on fait une affirmation, il faut quand même apporter la preuve de ce qu'on dit, mais en réalité, les batteries se recyclent pratiquement totalement. On a, comme un jour, on a eu d'autres équipements en France. Les batteries de voitures électriques se recyclent à 100%? Ça sera pratiquement 100%. En fait, il y a ce qu'on appelle dans les piles qui sont dans les batteries, la black soup, ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent se recycler. Des startups françaises, d'ailleurs, le font sur les trottinettes déjà pour recycler les batteries des trottinettes qui étaient avant jetées et brûlées. Et maintenant, on arrive à les réparer. Des fois, sur une batterie, il suffit de changer quelques piles dedans pour que la batterie refonctionne. Mais en réalité, moi, je vois tous les véhicules. Alors, vous avez rencontré, personne n'a de problème de qualité de batterie, sauf peut-être quelqu'un qui a eu la première voiture de chez Courrèges en 1960 dira bon, elle a un problème de batterie maintenant, mais celles qui sont modernes, il n'y a pas de difficulté. Est-ce qu'elles peuvent prendre feu? Alors ça, c'est les technologies. Donc il y a le lithium-ion, on va le retrouver avec le phosphate, avec le LFP, on va retrouver du sodium-ion, qui est une belle boîte française qui s'appelle Tiamat, qui a développé ça au départ et qui est maintenant reprise par nos amis asiatiques. Il y aura des batteries semi-solides, des batteries solides. Donc tous ces problèmes-là, en Chine d'ailleurs, c'est maintenant interdit de produire des batteries qui peuvent prendre feu, donc ou c'est quasiment ça. Donc c'est vraiment, on est dans une période dans laquelle la transition est très importante parce que d'abord c'est plus confortable, c'est plus sécurisé, on peut se charger, et puis derrière, la voiture elle va évoluer dans le bon sens. Notre auditeur posait aussi la question de ceux qui ne peuvent pas charger à la maison, tout simplement parce que mettons ils sont en appartement, il n'y a pas de garage avec un branchement en bas. Vous leur dites, eux, ils peuvent se recharger dans des stations comme on le fait avec une voiture essence finalement. Oui, moi j'ai une voiture électrique, j'ai une maison. Ma femme a pris la place avec sa voiture électrique, donc je peux pas me charger chez moi. Mais en fait, je me charge jamais chez moi. Et en fait, c'est un peu comme un téléphone. En fait, on va pas faire le plein. On dit pas tiens, il faut que j'aille me charger. Dès qu'on roule et qu'on va quelque part, on s'arrête, faire des courses partout. Maintenant, vous allez, vous en profitez pour vous charger. Donc en fait, vous n'êtes plus en train de vous dire je fais le plein d'essence. Et c'est vrai qu'on a un peu un réflexe de conducteur de voiture à essence au début en disant tiens, je vais faire le plein. En réalité, dès qu'on a l'occasion, on s'arrête, on charge, et puis en fait, on est toujours plus ou moins chargé, sauf dans le cas de votre téléphone, un jour, vous dites, il ne reste plus que 3%. Il y a un auditeur qui dit en Chine, il y a des stations électriques avec un robot qui prend la batterie vide et met une pleine en autant de temps qu'un plein de carburant. C'est la marque NIO, en fait, donc qui est une marque, alors il faut une seule marque, donc c'est pour ça qu'un point de vue standard industriel, ça marche pas bien, et c'est pour ça que Renault et en Israël, ça avait été abandonné pour des questions de parcours client, mais c'est en fait, on change la batterie, et puis derrière, moi je vous dis, il y a beaucoup de problèmes là-dessus, il faut maintenant quelqu'un qui soit sur place, qui surveille quand ça marche pas pour qu'il intervienne, donc ça coûte extrêmement cher, et c'est plutôt du marketing, voilà. Comment vous pouvez nous assurer qu'il n'y aura pas une taxe financière sur les batteries une fois que le gouvernement se dira c'est une manne plus intéressante que l'essence et que finalement j'ai fait cet achat-là pour gagner de l'argent et puis finalement les taxes font que j'y gagne plus?
Alors, vous parlez de la taxe sur les carburants qui vont peut-être... Alors, les gens se posent la question ce qui se passera sur l'électrique. Bien sûr, avant l'achat d'une voiture électrique. Moi, je ne peux rien assurer du tout. Non, mais est-ce qu'il y a un lobby des sociétés comme la vôtre qui font pression pour pas qu'il y ait de taxes? En fait, le rôle de Mobiliance, c'est de travailler, par exemple, sur la cybersécurité pour le parcours client quand on paye, sur les chargeurs. On va travailler aussi sur le plug and charge, c'est-à-dire qu'on veut se charger sans passer de badge ni rien et qu'on branche sa voiture et ça se charge tout seul. On va travailler sur le stockage de l'énergie. Et c'est vrai que derrière la partie, tout ce qui va être la réglementation, les taxes, etc., on est vigilant et quand on fait des contributions, on a tendance à essayer de promouvoir la voiture et d'éviter qu'il y ait ce genre de... Ce qu'on voudrait quand même, c'est qu'il y ait tout le malus, par exemple, qui est mis sur la partie essence. C'est des coûts très très importants. Au début, il était très équilibré avec aider pour la voiture électrique, et puis maintenant, on a un petit peu un déséquilibre, donc il faudrait quand même qu'on aille plus vers ça. Donc on surveille beaucoup ce qui se passe en Europe. Et puis, quand même, pour finir sur ce qui a été dit par les interlocuteurs, il y a beaucoup d'appréhension. Oui, on a trouvé ça dans la téléphonie. Il y a beaucoup de réticences, beaucoup de gens qui sont restés sur moi la première, sur des clichés peut-être sur les batteries qu'on doit rechanger. Essayez vraiment, vous essayez, vous revenez jamais en arrière. Alors, est-ce que c'est plus cher quand même? Parce que beaucoup d'auditeurs me disent, mais quand vous avez un accident, s'il y a un tout petit choc sur la batterie, c'est ce que me dit Nordine, ça coûte très cher de changer une batterie. Alors, un accident, malheureusement, oui, ça coûte mon cher. père qui a 86 ans, il a une Zoé, donc lui, il a eu plusieurs accidents. Bon, il y a des réparations. La réparation de la carrosserie, je crois qu'effectivement, ça peut être, comme il y a moins de voitures, c'est peut-être un peu plus cher au départ, mais on va rentrer dans la normalité, donc c'est un choix. Aujourd'hui, est-ce que chacun choisit, je reste à l'essence, je vais décider, soit quand je passe à l'électrique, c'est formidable, et c'est vrai que quand on a un accrochage, alors maintenant que la batterie soit abîmée sur une voiture, faut quand même, c'est pas un petit accident, on commence à parler d'un... L'assurance auto, elle est moins chère pour une électrique par rapport à une voiture normale? Alors ça rejoint ce qui était dit là. Ce que disait Nordine. Moi, j'ai pas trouvé que c'était beaucoup plus cher. C'est les mêmes tarifs. Non, on va peut-être parler d'un écart de 100 € par an, mais c'est pas. Mais surtout de la maintenance moins chère. C'est vraiment moins cher globalement d'avoir une voiture électrique. Merci à vous, merci Alain Rolland d'être venu ce matin, président des métiers de la recharge chez Mobiliance et fondateur de Station E. Vous êtes un peu Colombo, vous avez beaucoup parlé de votre femme. Je lance un projet qui s'appelle Batterie justement, parce que je suis fondateur de Station E et toujours actionnaire, mais je suis plus chez Station E, et donc je lance un beau projet dont je parlerai bientôt. Et vous reviendrez nous en parler et vous serez effectivement... Je serai dans la salle. Vous serez dans la salle, voilà, parce qu'on va parler industrie, énergie et recyclage, évidemment, et beaucoup d'autres tables rondes à suivre demain sur Sud Radio. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Disiez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous pour commenter l'actualité aujourd'hui avec Alexandra Spiner. Bonjour, vous êtes enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour. Mathias Leboeuf, journaliste, philosophe. Bonjour à vous. Valérie. Vous avez publié Petit traité de la lenteur à l'usage des gens pressés. C'est paru chez Guy Trédaniel. Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. On vous retrouve dans le grand matin. Bonjour Éric. Et nous attendons Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, qui ne devrait pas tarder à arriver. On va revenir sur le 1er mai, on en a parlé la semaine dernière, et puis visiblement ça a fait enterrement de première classe sous pression de la gauche et des syndicats. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300, on en parlera avec vous. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose de permettre aux fleuristes et aux boulangers d'ouvrir, ou est-ce que c'était un premier pas dans un engrenage qui viserait à autoriser le travail le 1er mai pour tous les salariés? Effondrement de la lecture chez les jeunes, c'est dans les Échos qui nous le rapporte ce matin. C'est une enquête du syndicat national du livre qui nous montre, qui nous apprend que la lecture s'effondre chez les jeunes, toute classe sociale confondue. Bref, beaucoup de sujets encore avec vous. Et Gilles Gansman qui est resté sur ce plateau pour le zapping. Et oui, on va commencer. On parle beaucoup évidemment des problèmes des Français et du prix de l'essence à la pompe, mais désormais ce qui inquiète également, ce sont les avions qui risquent d'être cloués au sol dans moins de 15 jours. La raison, manque de kérosène, puisque 50% du kérosène passe par le détroit d'Ormuz. Nicolas Dose sur LCI donne son plan de vol. D'ici 3 semaines, s'il n'y a pas de réouverture du détroit d'Ormuz, ce sera la pénurie systémique
pour l'ensemble de l'Europe. C'est l'avertissement de l'Association des aéroports européens. Et le prix du kérosène, il a plus que doublé depuis le début du conflit. On est passé de $750 la tonne à $1,900 la tonne, car c'est un carburant totalement détaxé, donc très sensible à la matière première, et que on réalise que autant il y a peu de pétrole brut qui vient du Moyen-Orient chez nous, autant 50% du kérosène brûlé en Europe et notamment en France vient du Moyen-Orient et passe par le détroit d'Ormuz. Du coup, des conséquences pour les passagers. Bien sûr, toutes les compagnies ont commencé à monter les prix. La Air France, à 2 reprises, a monté sa surcharge carburant. Un aller-retour classe éco long courrier coûte 100 € de plus. Un aller-retour court et moyen courrier coûte 10 € de plus. Un aller-retour vers l'Amérique du Nord coûte 70 € de plus. Alors évidemment, on s'inquiète pour le 1er mai et les vacances, ces vacances d'été. Est-ce qu'on aura des avions? Est-ce que, Eric, ça vous... Oui, alors c'est un vrai sujet. Le kérosène, qui est raffiné à partir de pétrole, et Gilles l'a dit, à 50% vient du détroit d'Ormuz. Alors, vous avez un double effet. Bon, ce qui a été dit est très juste, c'est-à-dire qu'Air France, là, commence à augmenter régulièrement ses prix. Bon, alors tout le monde ne prend pas l'avion, Gilles, pour ce week-end du 1er mai, etc. Mais vous avez un autre sujet dans le sujet, qui est toutes les compagnies low cost. Parce que les compagnies low cost, par définition, elles peuvent pas augmenter de manière forte le prix de leurs billets. Donc, vous avez un certain nombre de compagnies qui sont en train d'annuler en prévision des vols pour cet été. Ah ouais. Et oui. Parce que personne ne maîtrise l'augmentation du prix du kérosène. Au bout d'un moment, vous pouvez plus augmenter vos prix quand vous êtes une low cost, par exemple, parce que il y a plus d'intérêt de prendre la low cost. Donc en fait, ils sont en train de regarder. Alors ils disent réorganiser les plans de vol, etc. Mais vous avez ce sujet-là qui est pendant et là qui risque de toucher beaucoup plus de gens au départ des grandes vacances cet été. Alors on a Laurent en ligne avec nous. Bonjour Laurent, vous nous avez appelé au 0826 300 300. Ce sujet vous inquiète ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, oui, ça inquiète forcément. Moi, je dirige des agences de voyage. Hein. Ah oui. Donc, oui. je suis touché de plein fouet. Alors, pas seulement par ce sujet-là, hein, mais par le comportement des gens sur leur achat de vacances, puisque depuis la crise en Iran, on a l'impression que cette partie du monde est au centre du monde et que tout passe par là. Alors, et on perd un peu la raison. Tous les vols ne passent pas par cet endroit-là. Non. Et on peut encore voyager en toute sécurité, ça pose aucun problème. Mais vous sentez une réticence chez vos clients qui hésitent à aller du côté de l'Asie ou Ah mais c'est pire que ça, les gens perdent la raison. J'ai des clients qui m'ont demandé si c'était dangereux d'aller à Rome. Ah. Ouais. Après, on en est là, donc on a un très gros recul des réservations. Ouais. C'est un peu catastrophique pour notre activité. Ouais. Alors, pour voyager, effectivement, on a besoin de certitude et de sécurité. C'est notre travail en agence de voyage. On n'envoie pas les gens n'importe où, n'importe comment. Bien sûr. Et après, concernant le sujet là sur le carburant, effectivement, c'est un sujet qui existe. Et il y a effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, 2 sujets sur les compagnies régulières et sur les low cost. Les low cost, effectivement, sous prétexte de revoir leur plan de vol, cherchent à maintenir une certaine rentabilité parce qu'ils peuvent pas augmenter leur prix comme le ferait Air France. Mais c'est habituel chez Air France, hein, dès qu'il y a un truc, ils en profitent. Il n'y a pas que, je pense que toutes les ils sont pas mal, ils sont pas mal Air France. Et ils savent bien faire ça. Maintenant, nous en agence, on a quand même des dispositifs qui permettent aux gens de se couvrir de ce risque, parce que c'est un risque, la surcharge carburant. Si je fais un petit rappel de la réglementation, en fait, quand vous achetez un voyage, vous êtes, s'il y a une surcharge carburant qui s'applique, vous êtes obligé de payer cette surcharge carburant si celle-ci ne dépasse pas 8% du prix du voyage. Ah, même si j'ai déjà payé mon billet ? Oui, tout à fait. Ah oui. Donc ça présente un risque. Alors effectivement, il peut y avoir des montants importants. Et c'est pour ça que nous, en agence, on présente aussi des assurances pour prendre en charge la hausse du prix du voyage. Ouais. Et ça, c'est important à prendre, surtout en ce moment, parce que si vous n'avez pas ça, vous risquez de vous retrouver avec une note qui peut être un peu élevée.
J'entendais tout à l'heure 100 € pour un vol long courrier sur Air France. Bon, bah, si vous voyagez en famille à 4, ça fait 400 €, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, après, sur le kérosène, effectivement, s'il n'y a pas de règlement, on risque d'avoir de gros soucis. Alors, oui. Ça, c'est effectivement sur les vols en eux-mêmes. Moi, j'ai pas trop d'inquiétude sur les longs courriers parce qu'ils sont toujours favorisés. Mais on sait effectivement que sur l'été, ça va être des moyens courriers ou des courts courriers pour aller sur le bassin méditerranéen. Donc, il va falloir avoir une petite vigilance autour de ça quand même. Ouais. Merci. Mais justement, c'est notre rôle, nous, en agence de voyage, d'avoir cette vigilance et de trouver des solutions aux gens qui auraient des difficultés, quoi. Oui, de les conseiller. Alors, un auditeur, Norbert, me dit un avion, ça vole, ils peuvent faire le plein n'importe où dans le monde. Je crois que c'est assez réglementé aussi, non et que ça, j'en sais rien. Effectivement, bonne question, Norbert. Stéphane lui me dit, moi j'ai prévu mon départ définitif de France pour septembre et j'irai à la nage s'il le faut. Donc, à suivre, effectivement. Faites attention à vos vols. Ouais. Mathias, oui, on est dépendant énergétiquement. Voilà, c'est ça la question. Le commentaire, c'était un commentaire global, que ce soit les avions ou la voiture. C'est qu'on est dépendant énergétiquement d'un marché qu'on ne maîtrise pas. Et la petite remarque un peu politique, c'est que souvent, quand on parle de transition écologique, et notamment à gauche, ça fait rire beaucoup de gens qui pensent que c'est une marotte écologique de plus, mais la transition écologique, c'est aussi de la souveraineté énergétique, c'est-à-dire que si, notamment pour les voitures, on avait plus de voitures au GPL, au bioéthanol ou à l'hydrogène liquide, on serait moins dépendant des hydrocarbures et on n'aurait pas ce problème, on aurait peut-être moins ce problème à la pompe, y compris d'ailleurs pour les agriculteurs qui sont assez équipés parfois en carburant bio. Voilà, on est bloqué, on est tributaire d'un marché qu'on ne maîtrise pas forcément, et quand le marché est en tension, c'est problématique. Et là, on parle du kérosène, mais il risque d'y avoir un problème de plastique. On aura le président de Plast Alliance vendredi qui va nous alerter sur le risque de pénurie. Mais vous avez un autre sujet dont on parle peu, à mon avis, c'est la production d'hélium dans le Golfe, qui est très importante. Or, l'hélium, vous en avez besoin pour fabriquer des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, ça rentre dans absolument tout. Ouais. L'ordinateur, la machine à laver, etc. Donc, si vous avez une pénurie d'hélium et de semi-conducteurs, vous allez avoir des productions entières qui vont être arrêtées. Bon, un mot, mon cher ami, quand même, sur les écolos. Combien de fois je les ai entendus... Eric ne réagit pas. Mais combien de fois je les ai entendus nous expliquer que le nucléaire, c'était pas beau, c'était pas chouette. Lionel Jospin, à qui on a rendu hommage, Carré de Superphénix, Madame Voine, qui explique qu'elle a planté le programme nucléaire français devant ses homologues allemands. Bon, voilà, jusqu'au président de la République quand même, qui jusqu'au discours de Belfort nous explique qu'on va fermer 13 réacteurs nucléaires. Puis aujourd'hui, tout le monde s'aperçoit que c'est quand même l'énergie la plus décarbonée, même s'il y a un sujet de retraitement des déchets, je l'admets. Mais enfin, quand même, si vous voulez. Maintenant, faire de l'éolien et faire du photovoltaïque quand vous êtes déjà en surproduction d'électricité, pardonnez-moi, il y a d'autres priorités, cher ami. Il y a d'autres priorités. Là, en l'occurrence, je parlais pas justement d'éolien. Moi, les éoliennes, je suis pas pour, notamment parce qu'en plus les éoliennes sont pas écologiques. C'est-à-dire que la construction des éoliennes. C'est bien que vous le disiez. Ah ouais, moi j'ai aucun souci. Ça va mieux en le disant. J'ai aucun souci avec ça. Mais en l'occurrence sur les carburants, et il y a des biocarburants. Pourquoi on n'utilise pas plus les voitures au GPL, à l'éthanol il faut quand même mettre un petit truc dans son moteur qui vous coûte 500, 600 euros. Quoi. Bien évidemment. Est-ce que moi j'ai jamais imaginé que le monde entier dépendait d'un petit détroit. On a quand même un vrai souci de se dire que le monde entier est géré par un petit détroit et qu'on n'y a jamais pensé que si ce détroit-là était bloqué, le monde entier pouvait s'écrouler. Parce que j'ai mon coup de gueule qui est lié à cette affaire. On va y revenir. Oui, parce que c'est marrant ce qui se passe avec les tergiversations de Trump. On va y revenir. On se retrouve dans un instant et puis appelez-nous pour nous dire si vous êtes inquiets, si vous avez conscience de ce risque de pénurie de kérosène et d'autres produits. À tout de suite. C'est quoi ton coup de gueule ? 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio.
Gilles Platré vient d'arriver, maire de Enfin, Chalon-sur-Saône. Bonjour à vous. Nous parlions, alors vous allez en profiter pour faire votre coup de gueule, Eric. Vous vouliez revenir sur Donald Trump, parce que ça a un lien avec ce dont on parlait, à savoir les énergies dont nous sommes dépendants. Oui, c'est un effet collatéral politique qu'à mon avis on souligne pas assez. C'est que le président des États-Unis, quand il a été réélu, vous savez, il a fait toute une campagne. Alors en anglais, ça donnait drill, c'est-à-dire forer des puits de pétrole. Ouais. Donc il est à fond, évidemment, borduré comme il est par le lobbying pétrolier. Et en fait, l'effet collatéral de ce qu'il est en train de se passer en Iran. C'est-à-dire ce qu'on dit, l'envolée des prix des carburants, on parlait du kérosène, on pourrait parler du gazole, parce qu'en fait le gazole on le raffine quasiment plus en France, il vient de l'étranger. C'est qu'en fait l'effet collatéral de Trump, c'est de pousser la plupart des pays occidentaux à accélérer leur transition écologique vers des énergies qui ne sont pas fossiles. Donc en fait, lui, il était très parce qu'il y a aussi beaucoup de pétrole de schiste aux États-Unis, du gaz de schiste, donc c'était drill. Et là, en fait, comme on maîtrise plus les coûts de notre énergie, bon, je parle pas du nucléaire, je parle des carburants. Là, en fait, il pousse les pays indirectement à accélérer vers une autre source. C'est un effet collatéral, je pense, politique et économique auquel il n'avait pas forcément pensé ou auquel il pense pas tous les matins en se rasant. Non, ça c'est sûr. L'Allemagne a annoncé qu'ils allaient faire des essais justement sur du gaz de schiste dans des petites régions. Ça a été annoncé. Ils vont faire de la fracturation en Allemagne. Ils vont faire des tests. Alors, on continue, Gilles Frazani. Oui, bien sûr. Alors, on n'a pas eu le temps d'en débattre ici, mais ça pose une vraie question. C'était il y a 2-3 semaines sur ChatGPT. Est-ce qu'on est tracé et écouté lorsqu'on a une requête sur ChatGPT? C'est une mésaventure qui est arrivée à un internaute il y a quelques semaines, donc, qui a posé une question et a vu débarquer le FBI. Ça pose question sur ChatGPT. Un Strasbourgeois de 37 ans a été interpellé vendredi 3 avril après avoir évoqué son intention d'acheter une arme pour tuer un agent de la CIA, du Mossad ou de la DGSI lors d'une conversation avec une intelligence artificielle. Son arrestation, révélée par les dernières nouvelles d'Alsace, a été déclenchée par un signalement des forces de l'ordre américaines. Le raid avait été mis au courant par le FBI sur la plateforme Pharos, qui permet de signaler des contenus et des comportements illicites sur Internet. L'homme s'est défendu en affirmant qu'il souhaitait tester la fiabilité et la surveillance de l'intelligence artificielle. Aucune arme n'a été découverte au domicile de l'Alsacien et l'affaire a finalement été classée sans suite. Déjà suivi pour des antécédents psychiatriques, il a été hospitalisé après la levée de sa garde à vue. Depuis plusieurs mois, la question de l'accès du renseignement américain aux IA fait débat. En février, l'entreprise Anthropic a refusé que son IA Claude soit utilisée à des fins de surveillance de masse, suscitant des tensions avec l'administration Trump. Alors, est-ce que les grandes oreilles nous écoutent sur ChatGPT? Et est-ce qu'on est tracé partout avec l'IA? Ouais, ça oui, ça c'est à peu près certain. Effectivement, il y a des alertes et il y a des algorithmes de surveillance sur les IA type ChatGPT ou Perplexity ou demander comment faire une bombe ou comment effectivement tuer un espion de la CIA et vous verrez que immédiatement vous aurez un signalement. Et ça vous inquiète pas par rapport à la liberté? Alors si, de toute façon, moi, l'IA globalement et l'usage des data est extrêmement inquiétant. C'est même quelque chose de philosophique, puisque figurez-vous que dans les années 80, à une époque où Internet n'existait pas, où existait mais de façon pas grand public, il n'y avait pas de téléphone portable. Il y a un philosophe, Gilles Deleuze, qui a décrit la mise en place de ce qu'il a appelé les sociétés de contrôle. Et les sociétés de contrôle, on est complètement aujourd'hui dedans. On est dans une société de contrôle où il y a un contrôle permanent de toute façon de ce que vous faites, de ce que vous regardez, des questions que vous posez. Mais c'est déjà le cas partout, avec les fameux cookies ou des choses comme ça, la publicité. Vous êtes de toute façon contrôlé en permanence. Oui, Alexandra, ça vous a fait sursauter, cette information? Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant. En même temps, la question aussi, il est un peu
Spontanément, moi, c'est pas le type de question que j'ai posée. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai envie de dire parfois. Non, oui. Moi, je mets par exemple Valérie expert, m'aime-t-elle bien, vous voyez, comme ça. Alors la réponse, c'est pas police va débarquer. Oui, elle a beaucoup de considération. Non, Valérie lui écrit un mot tout de suite pour le rassurer. Mais c'est vrai que, je veux dire, quand on sait qu'on est, espionné, écouté, que les big data filent notamment en direction des États-Unis, poser une question sur je veux fournir une arme pour tuer quelqu'un. Et c'est le difficile équilibre entre l'impérieuse nécessité de sécurité. Tant mieux, en fait, tant mieux. Voilà, si un type, il dit que c'était pour tester, savoir s'il était écouté, mais il l'a testé. Il a la réponse. Gilles Platrès. C'est l'éternel débat et de toute façon, il ne fera que se poser davantage dans l'avenir. Nous sommes effectivement rentrés dans une société où tout se contrôle. Voilà. Donc, puisque tout passe par un intermédiaire qui s'appelle la toile, qu'on l'appelle IA, Google ou que sais-je encore. On a tous fait le test d'avoir quand même des conversations entre amis et immédiatement sur un sujet abordé de recevoir une publicité sur nos réseaux sociaux. On l'a tous fait. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, nous sommes dans une société de plus en plus contrôlée. Alors, la vraie difficulté dans cette affaire, c'est pas de savoir s'il faut en sortir. Dans ce cas-là, il faut jeter tout ça à la poubelle, mais personne ne le fera parce qu'on a basculé dans ces sociétés numériques dématérialisées. La vraie question, c'est la finesse du filtre. C'est-à-dire jusqu'où on va dans le contrôle. Moi, je ne suis pas gêné du tout que face à une alerte comme ça, il y ait une intervention. Très honnêtement. Parce que c'est un moyen comme un autre. On avait traditionnellement les écoutes téléphoniques, on avait les écoutes aux portes d'une manière plus ancienne, c'était beaucoup moins efficace. Moi, que quelqu'un qui prépare un attentat en essayant d'avoir toute la recette nécessaire pour le faire soit inquiété, ça ne me gêne pas du tout s'il passe par là-dessus. Donc c'est clair. Après, c'est jusqu'où on va dans le contrôle. Et notre débat, il n'est pas à savoir s'il y a un contrôle ou pas. Il y a forcément un contrôle puisque l'outil permet le contrôle. C'est simplement le contrôle sur l'outil, quel est le niveau du tamis, voilà, la finesse du tamis. Et c'est là que l'enjeu peut se faire. En tout cas, moi, sur le cas précis, je suis pas gêné du tout. Mais si on doit demain être inquiété pour l'expression d'une opinion politique, philosophique, alors là, c'est autre chose. Voilà. Ou être fiché parce que vous êtes homosexuel. Par exemple, voilà, exactement. Parce que vous avez fait une requête qui ne porte pas atteinte à la sécurité. Quand a lieu la prochaine Gay Pride, et puis d'un seul coup, on sait... Mais c'est le problème des régimes autoritaires qui peuvent effectivement se servir de ces outils. C'est la fin de la vie privée, finalement. C'est-à-dire qu'il y a plus de partie. Et cette frontière est très fragile, en réalité. Après, l'argument est aussi de dire que beaucoup de gens racontent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, ouverts à tout le monde. Ça, c'est vrai aussi. Quand vous mettez votre photo, vos vacances, etc., vous livrez beaucoup d'informations. Il y a un choix de publier soi-même, et effectivement, il faut rappeler aux gens que quand on publie sur les réseaux sociaux, on rend public, donc on donne à voir ou à lire, mais ça peut participer d'un choix. En revanche, quand vous faites une recherche sur un moteur de recherche ou sur je sais pas, ChatGPT, sur une IA, vous n'avez pas forcément la volonté que ça devienne public. Donc ça peut être extrêmement inquiétant. C'est la même chose. Moi, pour les élections, j'avais reçu des messages de Rachida Dati. Je sais pas comment, sur quel fichier vous avez vos fichiers. Parce que vous n'êtes pas LR, Gilles. Non. Je pensais. Vous avez... Non, alors d'abord, j'ai pas été à la campagne de Rachida Dati, mais cela dit, vous les avez reçus par quoi? Par SMS, ouais. Ça, c'est étonnant. Oui. C'est plus ennuyeux. Si parce vous n'êtes pas par mail, les adresses mail s'échangent, et si vous ne mettez pas stop, elles continuent. Par téléphone, c'est un peu plus inquiétant. Vous avez des fiches sur vos... Non, on n'a pas le droit. Non, surtout pas. Alors là, la CNIL veille, et heureusement d'ailleurs, à la constitution de fichiers de ce genre. Je dis pas ça pour avoir des soucis avec Rachida Dati. Je vois très bien la tentation. Donc, ça fait 2 fois déjà la dernière fois aussi. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. On va évoquer le 1er mai, on va évoquer également l'effondrement de la lecture chez les jeunes. Qu'observez-vous autour de vous? Est-ce qu'il y a des livres dans les mains de vos enfants, petits-enfants? À tout de suite sur Sud Radio. Et on se retrouve tout de suite avec Jean-Paul Delperrier pour les pronostics hippiques avec Éric Revel dans son interprétation du cheval, du hennissement. Du hongre, cher Jean-Paul, il faudrait que vous veniez en studio de temps en temps. Vous savez que vous êtes la star de cette heure. Voilà. Et aujourd'hui, le Quintet se court à Chantilly.
Bonjour ma chère Valérie, bonjour à tous. Nous aurons le prix de Roissy aujourd'hui, support des paris à la carte sur la courte distance des 1200 mètres en ligne droite avec 16 partants. L'As Profumo d'Iéna sera mon favori devant le 6 Apogeo et le 9 Alparslam. Derrière ces trois bases, le 15 Simply Lovely, 14 Tyson, 16 Royalwood, 10 Mr. Chang et 3 Fous Furieux. As, 6, 9, 15, 14, 16, 10 et 3. En réunion 2, course 4 à Nantes pour ma sélection du jour, le 9 Fireman. En attendant, bon jeu à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous dans ce 10h midi pour commenter l'actualité. Vous savez, vous pouvez intervenir à tout moment, 0826 300 300. Aujourd'hui, Alexandra Spiner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Ça tombe bien que vous soyez là, parce qu'on va parler, entre autres, de l'effondrement de la lecture chez les jeunes. Il semble qu'on soit en train de toucher le fond. C'est le Centre national du livre qui nous alerte et qui publie les résultats d'une nouvelle étude qui est publiée ce matin dans les Échos. Alors appelez-nous 0826 300 300 pour nous dire ce que vous observez autour de vous. Est-ce que vous achetez, vous, encore des livres? Moi, je suis fascinée par le nombre de maisons où il n'y a pas de livres du tout dans les jeunes générations. Mathias Leboeuf, journaliste, philosophe, et vous écrivez, vous, des livres. Petit traité de la lenteur à l'usage des gens pressés. C'est paru chez Guy Trédaniel. Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. On vous retrouve évidemment. Oui. Et qui écrit des livres également. C'est Mozart qu'on assassine, on ne l'a pas cité. Ah bah oui, non, aux éditions Ellipse. Voilà, 10 ans de fiasco d'Emmanuel Macron. Voilà. Un pamphlet musical. Sous forme de dont chaque chapitre symphonie. est précédé d'une œuvre originale de Wolfgang Amadeus Mozart le Grand, pas le Mozart de la finance, le vrai la Mozart. flûte enchantée. Oui, le Don Giovanni, la symphonie numéro 40, le Requiem, bien sûr. Inachevé. Et Gilles Platré, maire de Chalon-sur-Saône, avec nous. On parlera également du travail le 1er mai. On l'avait évoqué ici. Vous étiez nombreux à y être favorables. Ça a fait pchit, visiblement, sous la pression des syndicats. Je voulais vous rappeler qu'aujourd'hui, il y a la possibilité, encore jusqu'à ce soir, d'aider la Fondation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Je vous en ai parlé hier, parce que vous pouvez faire une bonne action, c'est-à-dire financer cette recherche pour 100 € et participer à une tombola, un tirage au sort, et gagner un tableau de Picasso qui vaut plus d'1 million d'euros. Donc c'est incitatif, ça peut, entre le souhait d'aider la recherche et la fondation et la possibilité de gagner un tableau de Picasso. Oui. Hein? Moi, j'ai trouvé que c'était une initiative formidable, vraiment originale. Pourquoi vous n'avez pas de Picasso chez vous? Toujours pas? Si, mais celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Il aurait fallu de le donner à la Fondation, le tableau. Ça leur a fait 1 million. Ça permet. Je pense qu'ils espèrent lever plus d'1 million avec ça. Ouais, ils espèrent lever plus. En tout cas, vous tapez Fondation Alzheimer, vous tapez Alzheimer Picasso sur Google et vous trouverez tout de suite le site. Alors, parlons peut-être de ce 1er mai. Donc, visiblement, on nous avait... Enfin, c'est surtout Gabriel Attal qui était à la manœuvre depuis... oui, c'était assez drôle. Ils sont tous. Il y avait eu aussi Laurent Wauquiez. Oui, ils étaient tous devant des boulangeries. Bonjour, j'aurais 2 baguettes bien cuites. Donc, 1er mai, seul jour férié chômé et payé. Et ce principe doit continuer. Donc, le gouvernement a renvoyé lundi soir, sans aucune autre forme de procès, la loi permettant d'élargir le travail ce jour-là. Les syndicats, évidemment, étaient vent debout. LFI aussi. Alors, les avis sont partagés. On a un appel. On a Gwen au 0826 300 300. Bonjour Gwen, vous êtes boulanger, c'est ça? Oui, bonjour tout le monde. Ouais, bonjour. Ouais. Donc vous êtes boulanger et vous êtes déçu? Évidemment. Oui, parce que on voulait ouvrir le 1er mai comme depuis des années, quoi. Ouais. On a été étonné de voir que c'était pas passé, puisque on était aussi en relation avec la Confédération nationale de la boulangerie. Ouais. Qui pour elle était sûr que le décret allait passer, donc on était quasiment sûr d'ouvrir. Et là, on est tombé un peu des nues lors du vote, quoi.
Ouais. Vos salariés, ils disent quoi? Est-ce que vous avez un échange, j'ai envie de dire, franc avec eux? Parce qu'on nous objecte souvent que, en fait, ce sont les patrons qui veulent faire travailler leurs employés, mais que les employés n'ont pas forcément envie de travailler ce jour-là. Ouais, nous après c'est une journée comme une autre en fait quand on en parle. Le gros avantage qu'il y a, c'est que nous en boulangerie, selon la convention, on est payé double. Donc ils sont au travail, mais c'est compté comme 2 journées de boulot. Donc c'est avantageux pour tout le monde, ça fait un petit peu plus d'argent aussi. Ouais. Et donc là, cette année encore, vous ne pourrez pas travailler, ou vous seulement et votre famille, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Alors, donc on a interdiction, autrement c'est 750 € d'amende par employé. Oui, on avait eu merci de votre témoignage, Gwen. On avait eu un boulanger la semaine dernière qui racontait qu'il avait eu 2 amendes de 750 €. Et c'est vrai qu'Olivier Faure aussi, donc le PS, avait menacé le gouvernement de censure si cette loi passait. Gilles Platrey. Alors c'est bien dommage parce que, en fait, remontons quand même à l'origine de cette loi. De ce projet de loi, qui a d'abord été d'ailleurs présenté au Sénat, qui avait voté favorablement. C'est d'abord sécuriser juridiquement les choses parce que il y avait une pratique constante, c'était la tolérance de l'administration, c'est-à-dire que pour les boulangeries, pour les fleuristes qui vendent notamment le muguet du 1er mai, voire pour quelques établissements cinématographiques, la tolérance autorisait une ouverture le 1er mai. Donc ça, il n'y avait pas de sanction. Et puis en 2006, la Cour de cassation a émis un nouveau jugement qui a fait jurisprudence, qui dit non, vous ne pouvez pas vous référer au fait que finalement, vous-même, vous pouvez travailler le dimanche. Donc on considérait que le 1er mai était un peu comme un dimanche, donc on autorisait le travail du 1er mai. Donc la jurisprudence a fini finalement à achever cette tolérance. Et depuis 3 ans, 2023, on commence à avoir des amendes, et on l'a vu dans certains départements français, des boulangeries en particulier, qui ont subi des amendes, alors, qui par ailleurs ont été cassées par le tribunal de police, puisqu'il a été plutôt protecteur des commerçants qui s'y étaient risqués. Et donc, le législateur, je pense là pour le coup dans sa sagesse, dit il faut qu'on clarifie les choses et qu'on autorise une bonne fois pour toutes ce que l'administration autorisait déjà par ailleurs. Ça concerne finalement, somme toute, peu de monde, et c'est vrai, ça a été rappelé par le boulanger que vous aviez à l'antenne à l'instant, ça permettait d'être payé double ce jour-là. Donc je pense que c'est une erreur fondamentale. Et alors, ça en dit long évidemment sur ce gouvernement qui ne peut rien faire. C'est-à-dire que le moindre risque, le gouvernement s'écroule. Et donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de réforme en France, et ça va durer encore jusqu'en 2027. Donc ce gouvernement ne sert à rien. Voilà, il faut juste dire les choses, et on en a une preuve éclatante. En tout cas, c'est bien dommage, parce que ça veut dire qu'on aura de moins en moins de boulangeries ouvertes. Le premier, parce que effectivement, maintenant, l'administration va devoir de nouveau appliquer le régime des amendes. Et puis, je pense que c'est pour certains commerces qui étaient limités en nombre, c'est une perte sèche, et c'est surtout une perte de services rendus à la population, alors que personne ne remettait par ailleurs en cause le caractère férié et automatiquement chômé pour 95% de la population au travail de ce caractère du 1er mai. C'était un premier pas vers... non, c'était un premier pas de rien, c'était surtout de sécuriser les commerçants qu'ils faisaient déjà sans être inquiétés précédemment. Il y a l'aspect politique aussi que vous avez évoqué, Sébastien Chenu ce matin, chez une conférence de CNews, disait le gouvernement recule sur ses propres idées, tout ça pour ça, quelle impuissance ce gouvernement. Il a raison. Alexandra Spinner, sur ce travail du 1er mai. On marche sur la tête, je veux pas revenir sur l'impuissance politique de ce gouvernement, mais qu'on en soit à interdire aux gens de travailler, c'est complètement ridicule, c'est l'absurdité totale. Il faut quand même rappeler que vous pouvez aller au McDo, vous pouvez aller au Burger King, mais vous pouvez pas aller dans une boulangerie où il y a une vraie volonté de travailler. Vous l'avez dit, Gilles, l'aspect sacré, si je puis dire, du 1er mai est complètement conservé. Il ne s'agit pas de s'attaquer à ça. Il s'agit de permettre à des gens qui veulent travailler plus de le faire dans un cadre strictement encadré. Moi, je trouve que c'est totalement délirant. Voilà, c'est totalement délirant. Les McDo sont ouverts. Je suis désolée de revenir là-dessus. Les McDo sont ouverts. Les McDo sont ouverts le 1er mai, absolument. Donc on marche complètement sur la tête. Il y a une vraie demande des 73% des Français sont pour travailler le 1er mai. C'était votre chronique ce matin, Eric Revel. Si vous voulez, on est dans une drôle de démocratie sociale quand même, parce que vous avez 73%. Avec des syndicats qui ne représentent
représente 7 à 8% dans le secteur privé, si vous voulez, dans les secteurs privés. C'est-à-dire que vous avez des syndicats qui s'arc-boutent. Alors, le symbole est fort, évidemment. Le 1er mai, c'est la journée historique du travail depuis 80 ans. Les classes ouvrières, qui d'ailleurs votent RN maintenant, elles votent plus à gauche, les classes ouvrières. Enfin, pour ce qu'il en reste. Mais, si vous voulez, c'est un sujet absolument quand même terrifiant. Vu de l'étranger, je peux vous dire qu'on passe pour des rigolos de cirque. Ouais, c'est-à-dire que c'est sur la base du volontariat, Gilles le rappelait. Non, mais si vous voulez, là, on touche, à mon sens, le fond. 73% des Français aimeraient, sur la base du volontariat, pouvoir travailler pour gagner un peu plus d'argent ce jour-là. Bon, alors après, si vous voulez, suivant les syndicats, en off, ils vous expliquent qu'on va trouver une solution. Mais le fond du problème, quand même, c'est que non seulement ce gouvernement est incapable de réformer la dépense publique, mais il y a autre chose. C'est que je pense que Sébastien Lecornu a la trouille d'être l'étincelle qui va mettre le feu à l'incendie social. Parce que les sujets de pouvoir d'achat en ce moment sont tels. Quand vous avez un litre de gazole à 2,60 €, excusez-moi, mais vous avez plein de gens pour qui ça coûte plus cher d'aller travailler que de renoncer à travailler. Donc vous avez un pays en tension en termes de pouvoir d'achat, et je pense que politiquement, Lecornu, qui est tout sauf un imbécile, s'est dit attention, ou on lui a suggéré de ne pas mettre, de ne pas être celui qui passerait le maire Édouard Philippe à 80 km/h. On lui a dit attention parfois. Voilà. Et je pense qu'il y a ça aussi. Puis comme j'ai lancé l'idée il y a 4-5 jours et je vois qu'elle a un peu reprise, donc je vais pouvoir me citer moi-même, il y a un truc qu'il faut faire, c'est que les boulangers qui prennent des amendes, ça veut dire qu'il y a des inspecteurs du travail qui viennent. Donc qu'on demande aux inspecteurs du travail de ne pas travailler le 1er mai. Vous avez raison. Écoutez Guillaume Gasparian qui était ce matin au micro de Jean-François Aquili, député Renaissance d'Eure-et-Loire, qui vient d'ailleurs de fonder le Parti de la Liberté. Écoutez, il était cash. Je trouve ça lamentable parce que on a une loi aujourd'hui dans notre pays qui empêche les gens qui veulent bosser librement le 1er mai de le faire dans certaines professions. On avait là une loi qui permettait de libérer les gens et de leur dire si vous avez envie de bosser, payez double, compensez, on vous permet de le faire. Et on a des syndicats qui sont montés au créneau, on a de la gauche qui est montée au créneau et un gouvernement qui cède à la fin. Et donc on va avoir des problèmes dans nos territoires le 1er mai avec des gens qui vont se faire contrôler, qui vont se faire emmerder. Et tout ça parce que la gauche et les syndicats tiennent le gouvernement par les couilles. Excusez-moi, j'ai pas d'autres mots. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, le gouvernement est complètement sous pression de la gauche et des syndicats qui menacent de manifs, qui menacent de censure et qui, à la fin, leur disent si vous ne faites pas ce que je vous dis, eh bien, nous allons nous énerver. Oui, il a été ministre, comme vous dites. Quand même, ce monsieur. Voilà, donc, ça prouve bien l'impuissance. L'impuissance et pardon, mais aussi le manque de courage. C'est pas la peine de nous parler de l'appauvrissement des Français tous les jours si on leur permet pas de pouvoir travailler plus. Parce que il s'agit pas seulement des boulangers, il s'agit aussi peut-être des étudiants qui veulent se faire un petit billet de plus dans la journée. C'est tout un système économique qui en profite. Moi, je suis assez partagé, Mathias je dois dire, parce que... Moi, j'ai peur de la pression des patrons. Ça, voilà, vous pouvez c'est pas ça. Forcément, je tiens au caractère sacré du 1er mai, et je pense qu'il faut sanctuariser ce 1er mai, qui est la fête du travail. Donc, c'est pas non plus uniquement la fête du muguet. Vendu par les militants communistes d'ailleurs, qui concurrencent et fleurissent ce jour-là et qui travaillent pour le parti. Il n'y a pas que les communistes qui vendent du muguet. Le problème, en plus là, le 1er mai, je crois que ça tombe un vendredi, donc il y a une espèce de pont qui va se faire, enfin 3 jours d'affilée. Le problème, c'est la contrainte que vont faire possiblement peser les patrons sur leurs salariés pour qu'ils travaillent. Et comment on se prémunit de ça? Après, effectivement, un peu de souplesse, un peu de liberté et surtout un peu de cohérence, parce que si les McDo, effectivement, sont autorisés à travailler alors qu'on interdit les fleuristes, ça, je trouve ça absolument absurde. Il y a un côté complètement surréel, quoi. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de l'effondrement de la lecture chez les jeunes. Ça touche tout le monde, toutes les classes, toutes les catégories sociales. On en parle avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous sur Sud Radio, on évoque ce sujet, donc c'est le Centre national du livre qui publie les résultats de sa nouvelle étude, c'est révélé par les Échos ce matin, phénomène inquiétant qui serait en lien avec la dépendance des jeunes aux écrans. 16% des jeunes interrogés par les auteurs de l'étude menée, donc c'est auprès de jeunes entre 7 et 19 ans, ont répondu ne jamais lire de livres, tandis que 19% d'entre eux n'ouvrent pas le moindre ouvrage sur leur temps de loisirs, et ce sont des indicateurs qui sont en très très forte hausse. Les filles et les enfants de CSP+, en recul. Jusqu'à maintenant, les filles étaient plutôt les bonnes élèves. Alexandra Spinner, vous êtes enseignante. Ce constat, même à la fac, vous le faites ce aussi. constat, je le fais au quotidien et je le déplore évidemment. Moi, j'ai plutôt tendance, quand ce genre de problème se présente, j'ai plutôt tendance à essayer de me dire, il faut qu'on se remette nous en question, qu'on propose des façons innovantes, différentes, pour donner envie de lire. Je crois qu'il faut... Alors, dans ce tout... Alors, on est passé du tout numérique au tout non numérique, maintenant. On passe toujours d'un excès à l'autre, sans prendre vraiment le temps de réfléchir. Moi, je constate quand même que la lecture sur les écrans, ça reste quand même de la lecture. Et qu'il faut quand même s'en contenter, malheureusement. Oui, moi, ce qui m'effraie... On parle de lire un livre. Non, mais lire un livre, vous savez... Moi, j'ai eu cette discussion avec mes étudiants. Moi, mon livre préféré, celui que j'ouvre au quotidien, c'est le dictionnaire. Je trouve que le dictionnaire, c'est merveilleux. Et alors, le comble du plaisir, c'est le dictionnaire des synonymes. Ça, c'est vraiment merveilleux. Ça manque un peu de suspense. les personnages ne sont pas très bien écrits. Mais... je les ai interrogés, ils n'ouvrent plus le dictionnaire. Le dictionnaire, pour eux, c'est leur iPhone. Donc, alors nous à la région, par exemple, on essaie de soutenir des clubs de lecture dans les lycées, avec aussi des séquences de lecture à voix haute où on fait venir des écrivains pour justement essayer de développer ce goût de la lecture. Mais c'est complètement désolant. Mais je crois vraiment qu'il faut qu'on trouve une façon qu'on accepte que la façon de lire est différente des jeunes. Mais je pense que, au-delà vous dites lire sur des écrans, c'est lire un texte long qui aujourd'hui... Lire un texte long, ils en sont incapables. Et je vais vous dire, l'école a une très grande responsabilité dans ce domaine, puisque maintenant, les grandes œuvres de la littérature ne sont proposées aux élèves que sous format réduit. Donc déjà, ce principe est une folie totale. Déjà, on part du principe que nos jeunes ne pourront pas lire une œuvre dans leur entièreté. Donc déjà, c'est tragique. Mais même avec des étudiants en lettres, moi je constate parfois qu'ils n'ont pas lu l'œuvre dans l'intégralité, et qu'ils se contentent de résumer, qu'ils se contentent de regarder un petit peu, de piocher à droite et à gauche sur Internet pour avoir une idée de ce qu'est cette œuvre. Juste peut-être revenir, parce que effectivement l'étude elle est passionnante, parce que ce qui est intéressant, c'est l'évolution en réalité de chiffres sur les autres. Donc c'est 75, je parle des ados là uniquement, puisque l'étude détaille les classes d'âge. 74% des filles lisent encore, contre 85% il y a 4 ans. Donc et chez les garçons, évidemment, c'est bien pire. On était à 65% en 2022, on n'est plus qu'à 50%. Mais ça, c'est l'acte de lire. Mais l'acte de lire, il est de moins en moins long, on l'a dit. C'est 19 minutes par jour chez les filles. Donc c'est 4 minutes de moins, et c'est 17 minutes chez les garçons, 7 minutes de moins. Et alors, la pire des statistiques, c'est 53% des 15-24 ans font autre chose en lisant. Et autre chose, ce sont les réseaux sociaux. Donc, alors, moi je pense que tout n'est pas perdu. Oui, les évolutions sont dramatiques, mais tout n'est pas perdu, et le goût de la lecture, il s'acquiert dès le plus jeune âge. Si on n'est pas en capacité, par une politique volontariste, de donner, et c'est ce que vous évoquiez, mais de donner envie de lire, on n'y arrivera jamais, parce que effectivement, il y a des milieux familiaux qui sont pas forcément porteurs. Et on le disait en antenne, il y a des tas de maisons où il n'y a plus un seul livre à l'intérieur des murs. Mais ça concerne aussi les milieux dans lesquels il y a la bibliothèque familiale. Moi, je vois aussi quelque chose. Alors, excusez-moi de parler de Châlons, mais bon, vous invitez un maire, donc je vais vous dire un peu ce qu'on fait. On a 4 salons du livre par an à Châlons. On a un salon du livre jeunesse qui rencontre un succès incroyable. Incroyable. Et là, pour le coup, on développe aussi des supports de lecture, pas simplement papier. Bien sûr, papier, parce que rien ne remplace le livre.
mais audio, mais numérique aussi. Et donc on donne ce goût de la lecture. Et puis je voudrais saluer quand même, parce que l'étude vient de lui, le Centre national du livre, qui a développé des dispositifs comme par exemple le Livrodrome, qui est une espèce d'itinérance sur le territoire national où le livre, la lecture devient ludique, et il y a véritablement là, alors c'est plutôt à l'adresse des jeunes, des très jeunes, il y a quelque chose qui se développe aussi. Donc ça n'est pas perdu, mais ça s'appelle une volonté collective, où là on l'a pas, j'ai pas l'impression qu'on l'est vraiment en ce moment. Oui. Ça rappelle une chose, c'est que lire, c'est un combat. Et il faut se battre pour ça. Moi, j'ai des étudiants pareil en droit, quand j'enseigne la culture générale et la philosophie du droit, et en culture générale, bien évidemment, un des objectifs de cours, c'est de leur dire... cultivez-vous, lisez. Et quand je leur demande s'ils lisent, j'ai des réponses qui sont effectivement très négatives, et ils me disent, on n'a pas le temps de lire. On n'a pas le temps. Alors ils ont le temps de scroller, mais ils n'ont pas le temps de lire. Et c'est dramatique parce que les incidences sont extrêmement concrètes. Moins vous lisez, plus vous avez un vocabulaire pauvre. Plus vous avez un vocabulaire pauvre, plus votre appréhension de la réalité va être frustre. Et plus votre appréhension frustre de la réalité va alimenter de la violence. Le discours de Bentolila. Oui, c'est exactement. C'est le discours d'Alain Bentolila. Et ce discours est très juste. Alors, en même temps, je suis très surpris parce que vous parliez des salons du livre. Moi, j'étais ce week-end à Saumur. Il y avait un salon du livre magnifique, et blindé de monde. Les gens ravis de rencontrer des auteurs, des jeunes, beaucoup de jeunes. Et il y a encore cette culture en France de l'émerveillement face aux auteurs, face aux livres. On est quand même encore un pays très 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 littéraire, avec un respect de l'aura du livre et de l'auteur. Et il faut capitaliser sur ça, il faut rien lâcher, et tous les acteurs, les maires, les acteurs du livre, les maisons d'édition, on doit faire des ateliers, on doit véhiculer le livre. Je rappelle d'ailleurs que le week-end prochain, il y a le Festival du livre à Paris, au Grand Palais, et c'est fondamental de se battre pour ça, parce que il y a un vrai, comme le dit Alain Bentolila, il y a un vrai enjeu civilisationnel pour le coup. On va y revenir dans un instant. 0826 300 300 si vous voulez évidemment réagir, nous dire ce que vous constatez vous autour de vous. Est-ce que vous-même vous lisez encore des livres? Parce que l'effondrement de la lecture, il concerne également les 50-64 ans. C'était une enquête du Centre national du livre qui montrait que ça baissait également à cause des écrans. À tout de suite. 10h midi, météo, Valérie Expert. Et nous parlons donc de l'effondrement de la lecture chez les jeunes et chez les moins jeunes, mais c'est vrai que le mouvement s'accélère chez les jeunes, chez les filles qui étaient meilleures lectrices que les garçons. Dites-nous ce que vous observez chez vous. Stéphane nous dit il faut combattre avec leurs armes sur le numérique sans faire la pause numérique de lecture. Vous ne pourrez rien faire, c'est-à-dire d'imposer qu'on pose les téléphones parce que les parents donnent aussi l'exemple. Oui, les parents donnent l'exemple, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi plébisciter la lecture sur les écrans, que ça nous plaise ou pas. Il faut aussi s'adapter à cette nouvelle méthode. Mais est-ce que c'est l'outil plus que le fond, plus que la forme? Moi, je pense que les jeunes ont plus de facilité à lire sur les écrans que le plaisir que nous avons du papier. Enfin, l'étude montre quand même aussi que ça concerne toutes les générations. C'est-à-dire que c'est aussi, vous parliez de prendre le temps, mais je crois que ça relève de cela, de s'arrêter, de se poser, de prendre le temps d'aller ailleurs, de démultiplier le réel, le possible. Non, mais ce qui me semble fondamental, une fois qu'on a fait le constat, c'est de dire comment on donne accès à cette génération de scrollers à une culture, par exemple, littéraire. Bien, le bon sens veut que vous alliez chercher cette génération sur les outils de diffusion médiatique qui sont les leurs, c'est-à-dire par exemple les réseaux sociaux, où vous auriez, je dis n'importe quoi, puisque les contenus sont extrêmement courts, mais vous auriez une bonne page de Chateaubriand, même quelques lignes, vous voyez, c'est-à-dire
ne pas imaginer que le livre qui appartient, qu'on le veuille ou non, pas pour notre génération, mais pour la génération des plus jeunes aujourd'hui, qui appartient à un outil médiatique en partie du passé, allons chercher cette jeunesse sur ces outils médiatiques qu'elle consulte tous les jours. Et donnons-lui justement sur Instagram, sur les réseaux. Vous savez, il y a un truc que nous on fait dans la famille quand on fait de longs voyages en voiture, c'est les livres audio. Ah bah moi j'adore ça. C'est fantastique les livres audio. Vous êtes dans un habitacle de voiture, vous êtes pris par le roman. Mais bien sûr, vous vous souvenez de comment s'appelait Topard, Monsieur Topard, qui a enregistré quelques. Il y a tous les livres. Mais bien sûr, tous ceux qui viennent de paraître. C'est une façon. Quand vous êtes dans un univers clos, que vous n'avez pas d'autre choix que d'écouter quelque chose, ça marche incroyablement. Oui. Il y a une sorte de paradoxe, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a des influenceurs littéraires qui sont extrêmement suivis, qui sont suivis et qui s'évertuent à vouloir donner le goût de la lecture. Je vais faire un peu ma pub, pardon, mais vendredi au Festival du Livre, j'animerai justement une table ronde avec Christopher Laquiez et Lola Moreau sur ce sujet-là, sur comment les influenceurs qui sont est-ce que sont des nouveaux critiques littéraires, mais en tout cas comment on peut donner le goût de la lecture, comment ça se fabrique le goût de la lecture. Et effectivement, il faut aller sur le terrain des réseaux, sauf que les réseaux sociaux, c'est le terrain de l'immédiateté, c'est du 2 minutes, 3 minutes, et forcément la lecture, il faut s'arracher à ça. La lecture, c'est forcément lent, justement. Il y a quelque chose de l'ordre de la lenteur. C'est un effort. Il faudrait envoyer une page tous les jours via WhatsApp. Et après, si je veux continuer, je demande une deuxième page. Ce que dit Stéphane, c'est la pause numérique, c'est stopper l'accession au réseau comme TikTok et sur l'écran obligé à lire un auteur classique ou autre chose 2 minutes toutes les 15 minutes pour reprendre l'accès au réseau. Ouais, mais la contrainte, ça marche pas, en fait. Avoir envie de lire, c'est pas... Moi, j'étais très hostile à tout ce qui était réseaux sociaux pour la lecture, mais force est de constater que moi, j'ai des étudiants qui me disent, tiens, sur TikTok, j'ai découvert tel auteur. Je pense qu'ils vont le lire. Si déjà ils en lisent un extrait, vous savez, je crois qu'il faut un peu réduire nos ambitions. Mais moi j'ai un coup de cœur. Attendez, juste lire Laurence, une auditrice qui me dit, moi je voudrais connaître le nombre de parents qui offrent des livres à leurs enfants. Et est-ce que vous avez vu des publicités sur les livres et le goût de lire à la télévision? C'est vrai que c'est un gros problème et c'est vrai qu'on peut le dire, les émissions à la télé sont très chiantes. Les émissions littéraires, c'est de l'entre-soi. C'est de l'entre-soi. Franchement, il y a quoi comme émission par la Grande Librairie? La vôtre. Moi, je suis à la radio, sur Sud Radio. Mais c'est intéressant, avec Gilbert Collard. Oui, mais avec un livre. Gilbert Collard. C'est souvent un peu contacté, quoi. Oui, mais nous, on n'est pas chiant. Justement, j'ai envie de dire qu'on est un peu l'anti-grande librairie. C'est-à-dire que Gérard, moi, j'ai aimé cette idée de libraire parce que il est obligé de dire la vérité sur les livres qu'il vend. C'est-à-dire que si un libraire vous vend un livre, vous recommande un livre et que vous ne l'aimez pas, vous ne retournerez pas chez lui. Or, on sait bien que dans les journaux et à la télévision, c'est quand même un entre-soi, un renvoi d'ascenseur. Dans beaucoup de cas, je dis pas à chaque fois, mais ce sont toujours les mêmes que vous voyez à la télévision. Ce sont toujours les auteurs vus à la télévision. Vous ne découvrez pas vraiment d'auteurs à la télévision. C'est vrai rarement. Aussi, mais moi, la grande librairie reste quand même... Mais parce que vous êtes une intellectuelle. Ce que je veux dire, c'est pas comme ça que vous allez amener des gens à la lecture, avec toutes les qualités qu'a Augustin Trapenard. Apostrophe, c'était une émission qui a amené des gens qui ne lisaient pas à la lecture. C'est vrai. Mais c'était une autre époque aussi. C'était une autre époque révolue. Moi, j'ai quand même on a Xavier, et après je vous donne la parole. Xavier, un auditeur. Xavier, vous avez une fille de 12 ans qui aime lire. Ah, magnifique. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Non, c'est pas ma fille, c'est ma petite fille de 12 ans. Moi, j'en ai 75. D'accord. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle sort de sa chambre et elle a un gros bouquin sous le bras et elle me dit Pépé, je viens de le finir, 1000 pages. C'était un truc sur Harry Potter. Oui, c'est bien sûr. C'est bien. Moi, je pense qu'il faut tout lire, tout pouvoir lire, et qui donner le goût de la lecture, c'est leur donner ce qu'ils ont effectivement envie de lire. Et par contre, elle ne demande pas de téléphone portable. Oui, mais parce qu'elle a des parents qui arrivent à résister. Moi, j'ai une amie aussi qui a une petite fille assez incroyable, qui n'a pas de portable, il n'y a pas de télévision chez eux, mais c'est un ovni dans le... C'est votre petite fille qui est exceptionnelle. Oui, absolument. Vous pouvez être fière. Et il y a des livres chez vous?
J'en ai partout. Je sais plus voilà. les mettre. Non, mais c'est et là, en ce moment, j'ai repris de Primo Levi, Si c'est un homme. C'est un bouquin que je recommande. Qui est extraordinaire. Ouais, mais vous avez un iPhone quand même. Si vous lui demandez qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour Noël, elle vous dit un livre. Ah oui. Il y a heureusement qu'il y a des enfants qui aiment lire et qui lisent. Bravo à votre petite fille. Oui. Il faut que ça dure aussi, parce qu'après les tentations sont grandes. Effectivement, tant qu'elle n'a pas d'écran, je pense que c'est plutôt pas mal. Et on ne parle pas Alexandra assez des bienfaits de la lecture aussi sur le cerveau. Oui. Tout ce qui est concentration, fluidité verbale, aussi la capacité de réflexion, de se souvenir, de mémoriser. Merci en tout cas Xavier. Alors Alexandra, je vous ai coupé dans votre élan. Non, mais moi j'ai découvert que nos amis belges, vous parliez Gilles des initiatives des maires, mais il y a une ville en Belgique, Anut, où pour la 3e année consécutive, ils ont une opération qui s'appelle Stop, je lis. Et donc pendant 15 minutes, j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire. Donc le rendez-vous est fixé au mercredi 22 avril, dans le cadre de la Journée mondiale du livre. Et pendant 15 minutes, que ce soit les commerçants, les administrations, les écoles, les entreprises, les commerces locaux, tout le monde s'arrête pour lire un livre pendant 15 minutes. Et je trouve ça absolument génial. Je trouve que c'est une initiative qui est à saluer. Alors vous avez plusieurs, comme vous le faites, Gilles, plusieurs actions qui sont proposées à travers la ville. Vous avez des coins de lecture qui sont proposés en plein air. Vous avez des coins de lecture qui sont proposés dans certains commerces. Voilà. C'est belle initiative. Oui, très belle initiative. Donc bravo à nos amis belges de Anut. Je ne connaissais pas cette ville. On va regarder sur la carte. Non, mais ça se trouve après. C'est typiquement la façon de ramener le livre au centre du jeu. Je voudrais juste vous dire, j'arrête avec ma promotion chalonnaise. Le conseil municipal, mais venez à Chalon sans souci. Une grande bibliothèque, très ancienne. Le conseil municipal des enfants vient de proposer au conseil municipal, qu'il a évidemment accepté, d'installer des boîtes à livres dans les cours d'école. Voilà. Mais on va le faire maintenant à Chalon. Ça vient d'être abordé et approuvé il y a quelques jours. Donc voilà, les enfants eux-mêmes ont fait ces initiatives. Et là, on va en installer dans les cours d'école. Moi, il y en a autour de chez moi, c'est quand même que des daubes. Enfin, c'est des vieux bouquins dégueulasses. Ça dépend. Oui, mais là, on veillera à ce que ça soit quand même. Il y a des fois des choses magnifiques et des découvertes magnifiques. Oui, c'est vrai. Et le principe de la boîte à livres, c'est vraiment, c'est vraiment une boîte magique, la boîte à livres. Moi, j'ai trouvé dans le 14e, la semaine dernière, dans une boîte à livres, un livre de Jacques Sternberg, qui est un auteur de science-fiction extraordinaire, dédicacé par l'auteur lui-même à une jeune femme. Vous parliez des mères, les actions des mères. Gilles, sur l'espace public, on va déposer soi-même des livres et en prendre. C'est le principe de la gratuité et du partage de la lecture. Dans laquelle vous avez des mais vous avez même, pardonnez-moi, puisque tout le monde parle de son cas personnel, moi dans mon immeuble. Oui, dans vous avez des gens sur un radiateur qui déposent les livres. Et ça, c'est bien un immeuble. Parce que le livre, c'est d'abord le partage. Mais voilà, donc vous avez des livres. Non, j'ai pas retrouvé le mien ou les miens. Non, mais vous savez, je regarde régulièrement ce qui est mis à disposition. Donc quand je descends, dans mon bel immeuble, vous avez sur le radiateur dans l'entrée une petite plaque de marbre avec plein de livres qui sont déposés par des gens de l'immeuble. Il y a une autre action, notamment quand on est maire, c'est favoriser aussi l'implantation des librairies et se battre pour que les librairies... Nous, à la région, on favorise l'implantation des librairies indépendantes. On les soutient financièrement. C'est extrêmement important. Et ça, c'est évidemment un vecteur important. Quand on peut... Moi, j'ai déjà vécu dans des villes où il n'y avait pas de librairie, où il fallait, notamment quand on est en banlieue. Je vis dans une ville où il y a une petite librairie qui se bat vraiment pour exister, et c'est fondamental. L'accès aux livres, c'est bien sûr les bibliothèques, les médiathèques, mais c'est aussi les librairies. Allez chez vos libraires et n'ayez pas le réflexe facile d'aller sur cette grande plateforme qui, en plus, vous facture. Il y a eu une loi qui est passée qui les oblige à payer une taxe de livraison. Alors c'est le cas aussi pour les libraires, mais tous les libraires ont aussi des plateformes. Et allez chez vos libraires, parce que c'est dur en ce moment. L'édition souffre énormément. Ils sont à moins 30% un petit peu partout. Les gens n'achètent plus de livres avec cette crise. On se retrouve dans un instant et on parlera d'autres sujets avec vous. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, coup de cœur, coup de gueule, Gilles Platrel. Alors, on avait évoqué un petit peu ce sujet la semaine dernière avec Gilles, mais c'est une inquiétude sur une menace antimilitariste en France. Oui, alors effectivement, ça remonte à quelques jours. Hein. La semaine dernière, dans le Cher, près de Bourges, plusieurs usines d'armement qui produisent des missiles, qui produisent des obus, etc., ont été ciblés, non pas directement, mais par leur alimentation électrique. C'est-à-dire qu'il y a eu la même nuit 3 postes de transformation électrique qui alimentaient ces usines, et un peu plus largement que ces usines d'ailleurs, qui ont été incendiés pour stopper la production d'armement. Donc là, les cellules antiterroristes sont enfin en train de se saisir du sujet. Mon coup de gueule, c'est surtout parce que je pense qu'on n'a pas publiquement pris la mesure de ce qui est en train de se passer. C'est pas un fait divers, c'est une action coordonnée. Et je renvoie vraiment pour nos auditeurs qui voudraient s'informer davantage sur les études que mène depuis plusieurs années Olivier Vial, qui est le patron du Centre de recherche universitaire et qui a notamment créé un observatoire des radicalités en politique et qui montre bien qu'en réalité, ces mouvements sont en train de se multiplier, mouvements antimilitaristes, armés, et surtout sur la base d'une convergence des luttes assez improbable. Alors si c'était pas grave, on en sourirait, mais voilà un petit peu ce qu'on trouve dans cette convergence. Les soulèvements de la Terre sont d'ailleurs pas étrangers à cette convergence, mais vous trouvez des anarchistes et autonomes, adeptes de l'action directe, militants antimilitaristes historiques. Ça, on les connaît bien. On a des militants pro-palestiniens qui ciblent l'armement français parce qu'ils veulent s'attaquer, je cite, à la complicité génocidaire de la France à Gaza. Vous avez des militants de l'écologie radicale qui ont intégré l'antimilitarisme dans leur cadrage via le concept d'économie de guerre et de lutte contre l'impérialisme de conquête. Vous avez des technocritiques hostiles à l'extractivisme ou techno-totalitarisme. Et enfin, vous avez des féministes décoloniales qui présentent leur armement comme la continuation de la domination patriarcale et impériale. Donc en fait, cette mouvance d'extrême gauche, d'ultra gauche, est en train aujourd'hui d'avoir une stratégie qui, hélas, fonctionne, parce que c'est des millions d'euros de dégâts, c'est des perturbations fortes sur ces productions, sur ces lignes de production. En fait, ils ciblent, selon leur terminologie, plutôt les artères que l'organe. C'est-à-dire, on va pas attaquer directement l'usine, mais on va attaquer, et ça vaut aussi pour d'autres enjeux fondamentaux dans notre pays, on va attaquer ce qui permet la production. Donc, l'unité de communication, l'unité de transmission de l'énergie est ciblée aujourd'hui. C'est redoutablement efficace. Vous aviez eu les mêmes mouvements contre des lignes de TGV, rappelez-vous, il y a 1 an ou 2, on avait cassé durablement par des actions de sabotage des lignes de TGV. Donc ça veut dire que tout ce petit monde est en train de tester la République, et que si demain, par des actions coordonnées sur l'ensemble du territoire national, ils décident de passer à l'action, on peut être mis à genoux avec des temps de réparation colossaux. Donc c'est une menace qui n'est pas à prendre à la légère. Je vois que l'État est en train de réagir, mais simplement il faut qu'on en prenne conscience aussi collectivement. C'est pas parce que c'est des éléments un peu éparpillés sur le territoire qu'il n'y a pas une même philosophie derrière tout ça. Donc c'est, je le dis bien, redoutablement efficace, et ça peut mettre à terme en jeu les intérêts vitaux de la France. Donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc vraiment un coup d'œil acéré sur ces mouvements qui sont en train de se multiplier. Faute sans doute pour l'État d'agir aussi efficacement qu'il faudrait pour les dissoudre, parce qu'on a encore énormément de travail en la matière. Je pense qu'ils doivent les surveiller de façon oui, mais on voit bien qu'ils passent de plus en plus à l'action. Mais je trouve que la réaction s'est faite attendre. Ah oui, j'étais très étonnée de ça. Et qu'on n'en ait pas plus parlé. Alors, Mathias, c'est assez insolite. C'est un coup de projecteur, on va dire. Oui, c'est pas un coup de cœur ni un coup de gueule, c'est effectivement un coup de projecteur un peu étonné. Est-ce que vous connaissez le général ougandais Muhoozi Kainerugaba? Non. Oui, j'ai déjeuné avec lui hier. C'est le chef des forces de la défense de l'Ouganda, donc le ministre des Armées. Oui. Accessoirement, c'est le fils du président également. Et alors, il y a une nouvelle incroyable qui m'a fait sourire. Ce général ougandais, chef des forces de la défense, donc réclame publiquement $1 milliard à la Turquie, ainsi que la plus belle femme turque comme épouse. Pourquoi ? Sous menace de fermer l'ambassade turque et de rompre les relations diplomatiques avec la Turquie si son ultimatum n'est pas satisfait sous 30 jours. Voilà, alors c'est quand même et pour assez quelle baroque. Raison il le réclame? Alors pour quelle raison ? En fait, la raison principale, c'est que l'Ouganda et la Turquie sont très présentes en Somalie, et notamment l'Ouganda assure la stabilité militaire
militaire de la Somalie, enfin, où essaye de l'assurer. La Turquie est également très présente, notamment à travers la gestion d'infrastructures comme les ports, les aéroports. Et il y a une lutte d'influence entre la Turquie et l'Ouganda sur le territoire somalien, et l'Ouganda trouve qu'elle donne beaucoup et qu'elle paye beaucoup, et que c'est finalement la Turquie qui en tire les fruits. Donc c'est une lutte d'influence sur un pays tiers qui est la Somalie, et ce général donc réclame $1 milliard, et la plus belle femme turque. On voit la considération. Je ne sais pas si c'est subjectif, si on n'a pas ces critères. Je sais pas comment ils vont la choisir. On peut lui envoyer quelqu'un qui correspondrait pas ça à assez ses goûts. baroque. On voit que finalement le Trumpisme gagne tous les esprits et va même le dépasser. D'ailleurs, je crois que ce général est souvent comparé à Trump. On dit de lui qu'il est le Trump africain. Exactement. Il s'est illustré aussi récemment en plaidant pour la paix au Moyen-Orient. Ouais. Il est très éclectique. Oui, il est assez allumé. Oui. Moi, je voulais vous faire réagir, et je sais que vous vouliez en parler, Alexandra Spinner. C'est dans le complément d'enquête de jeudi dernier. Le patron de France Travail découvre qu'il y a une formation pour rencontrer des elfes. Complément d'enquête a consacré son magazine d'investigation à justement tous les gourous. Alors il y a des choses, regardez-le en replay parce que c'est assez fascinant. On voit par exemple la journaliste qui contacte un gourou à qui elle dit qu'elle a un cancer, et il lui dit laissez tomber toutes vos chimiothérapies et autres, je vais retirer la maladie, etc. Et là, donc dans le complément d'enquête France Travail, on découvre que France Travail propose une formation destinée à aller à la rencontre des créatures imaginaires, et c'est vrai que le journaliste filme le patron de France Travail qui découvre cette formation qui depuis n'est plus proposée, mais ça dit un certain nombre de choses quand même sur les dysfonctionnements de cet organisme. Oui, peut-être qu'il découvrira que certains elfes ont le droit de toucher les allocations chômage. Ça, c'est le stade d'après. Oui, je pense que c'est pas tout à fait impossible. Ça, c'est le stade d'après, mais surtout quand vous voyez dans quel état sont les finances quand même de France Travail. Et parfois, la difficulté d'être certain à 3 mois, 6 mois de pouvoir verser les allocations chômage quand même. Mais c'est tellement gigantesque. Attendez, moi je pense qu'il y a des tas de choses qui passent. Vous savez, si on regardait une partie de la formation passe par des comptes pour les salariés, vous avez parfois des demandes de formation qui sont plus qu'ubuesques. Mais elfes, bon... non, mais il n'y a pas que les elfes, il y a aussi des gnomes, des licornes et des licornes. Ah, oui. Moi, je plaide pour les licornes. Moi, j'ai toujours rêvé d'être une licorne, mais je ne sais pas comment on fait pousser le... Je vais vous acheter un déguisement de licorne, vous viendrez en licorne. Ce qui est complètement... Moi, j'avoue que j'ai été sidérée. Je pensais vraiment que c'était un fake. J'étais complètement sidérée parce que ce qu'on apprend aussi, c'est que la conseillère encourage à ce genre de formation qui est plutôt de l'ordre sectaire, parce que ils vont courir dans les forêts pour découvrir le feu sacré. C'est une formation de 2 jours en Normandie qui promet, selon le descriptif, d'aller à la rencontre donc des elfes, des lutins, des gnomes. Et donc après avoir invité le roi des elfes Dagda à rejoindre les stagiaires, ces derniers sont allés en forêt pour activer leur feu du cœur au 2e niveau et appeler un dragon. Très bien. Voilà. Et l'enquête explique que jusqu'en 2021, c'est même France Travail qui finançait ces formations en géobiologie. La formatrice rencontrée en caméra cachée précise que 50 à 60% de son chiffre d'affaires venait de France Travail. Moi, en 2018, je pense que c'était pas France Travail à ce moment-là. C'était Pôle Emploi et j'ai quitté. Non, c'était Pôle Emploi, je crois. J'ai quitté une agence de presse et j'ai été pendant 6 mois, je crois, justement à Pôle Emploi. Et il y avait des modules. Et je me souviens d'un truc que j'ai pas fait malheureusement, mais il y avait des modules je sais pas, c'était des formations, des ateliers. Et il y avait découvrir le clown en soi. Et j'ai trouvé quand même pas mal pour découvrir le clown en soi. Découvrir le clown en soi. Vous auriez dû faire. Et pour Pôle emploi, c'est quand même pas mal. Je rappelle quand même qu'il y a un rapport du Sénat, je ne sais pas de quand il date, mais en tout cas, il y a eu un rapport du Sénat qui alertait justement sur toutes ces formations charlatanesques qui avaient été proposées par France Travail. Donc je suis un peu étonnée que le patron de France Travail n'ait pas été vigilant et pas essayé de... Surtout, on a réduit à néant quasiment la Mivilude, la mission qui a été à un moment extrêmement performante. Et ce sont des formations qui sont financées par millions.
la polémique qui se développe autour de moi que j'ai trouvé formidable, même s'il est un peu long, les ombres, les rayons et les ombres, le film sur le collaborationniste Jean Lucher, avec l'extraordinaire Nastia Golubeva qui est dans le rôle de la Corinne Lucher et Jean Dujardin. En fait, il y a une polémique qui se développe, qui devient politique, parce qu'évidemment Jean Dujardin, il avait porté le béret pour la Coupe du Monde de rugby. On lui avait dit vous êtes un réactionnaire. Et là, la polémique, c'est de se rendre compte qu'il y a des gens qui étaient pacifistes et de gauche qui sont devenus collaborationnistes. Et vous avez des historiens qui montent au créneau en disant vous déformez la réalité dans ce film. Pardon, si vous voulez réécrire à ce point-là, enfin il y a plein d'exemples de gens qui étaient de gauche et qui sont devenus collaborationnistes. Et moi je trouve ce film magnifique. Je veux dire pourquoi ? Parce qu'il n'a pas l'impression qu'il collabore alors qu'il collabore, et parce que ça vous met vous-même face à vos qu'est-ce que vous auriez été. C'est ce que dit dans la plaidoirie la partie civile au procès de Jean Lucher. Qu'est-ce que vous auriez été, vous ? Mais Xavier Giannoli, hier était l'invité de Quotidien. Voilà. Il a extrêmement bien répondu à toutes ces attaques, en particulier à ces historiens qui n'ont pas travaillé sur le cas, en particulier de Jean Lucher. Et lui, il s'est entouré d'énormément d'historiens pour être le plus juste possible. Et moi, j'ai trouvé ce film long, mais magnifique. Alors, juste Marie-Antoinette qui nous a laissé un message qui dit « J'ai ma petite fille qui a 10 ans et elle va dans une bibliothèque à côté de chez elle depuis l'âge de 6 ans. Elle dévore des livres pendant les vacances. Elle se réveille à 6 heures pour lire dans sa chambre. Mais Marie-Antoinette, elle lit des livres révolutionnaires, votre fille, non ? Méfiez-vous quand même. Écoutez, c'est un prénom en tout cas usité encore. Perico, elle a beaucoup de chance, Marie-Antoinette. C'est la Chambre du Front Populaire qui a voté des pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940. Absolument, c'est vrai. Voilà, et Laval et Bousquet étaient anciens socialistes avec Déa et Doriot. Donc la gauche a pris une grande part de responsabilité. Elle l'a très bien fait d'ailleurs. Quand la gauche collabore, elle collabore mieux que la droite. Donc, nous allons savoir si je reçois l'amiral Alain Oudot de Dainville, ancien chef d'état-major de la Marine nationale. Nous allons savoir non pas si Simbad, mais si Donald le marin nous amène vers des horizons un peu confus. Je recevrai ensuite l'adjoint à la mairie de Paris, communiste, chargé du commerce, qui se réjouit que le gouvernement ait fait marche arrière. Et puis nous verrons avec Alain Delpiro si la guerre du droit de l'homme est une chose, mais celle que l'on ne mène pas contre la cocaïne. Cocaïne sans frontières n'est pas le prochain cataclysme de l'humanité. Absolument. Et rappelez que la cocaïne... Mettez-vous d'accord. Sud Radio.